Donc les organisateurs de ce colloque m'ont demandé de vous présenter une synthèse de façon un petit peu précise sur les études donc, des relations consommateurs-écolabel. Donc en préambule, j'aimerais apporter quelques remarques. Comme Julia l'a dit, en fait, les consommateurs n'ont pas forcément la même vision que nous avons, que vous avez des écolabels ou des labels durables. Ils ne vont pas faire la différence entre des marques de certification publique ou des marques de certification privée. Donc, dans cet exposé, je prendrai le point de vue du consommateur, c'est-à-dire que on n'aura pas de distinction de ce type-là en amont. Et d'autre part, Julia l'a aussi précisé dans sa conclusion, quand on utilise le terme de consommateur au singulier ou au pluriel, c'est un peu un abus de langage parce qu'il ne faut pas oublier que les consommateurs sont très divers et que même un même consommateur peut avoir, selon le temps long ou court, la situation, des attentes, des contraintes qui sont tout à fait variables en fonction de multiples facteurs. Donc, après ces quelques remarques d'introduction, donc, je vais organiser en 4 temps cette présentation. D'abord, revenir, mais très rapidement, puisque ce n'était pas le sujet principal de la présentation qu'on m'a demandé, sur les attitudes et les comportements face aux produits écolabellisés. Et puis, ce qui fera l'essentiel de la présentation, ce seront donc les études sur les consommateurs et les écolabels ou les labels durables. Et à partir de cette synthèse, on pourra réfléchir à quelques préconisations et puis je terminerai surtout par des questions. Alors, au niveau des attitudes et des intentions, donc là encore, Julia l'a déjà précisé, on a des attitudes favorables de façon générale par rapport aux écolabels qui jouent un rôle de réassurance et on a des intentions d'achat qui sont positives. Donc, si on prend par exemple les produits bio, qui sont les produits écolabellisés les plus étudiés, on a par exemple dans le dernier travail fait par Kantar, un panéliste en France, un pourcentage donc, de 55% des personnes qui disent que les labels bio sont importants, voire très importants dans leurs achats de produits de grande consommation. Donc des attitudes favorables et des intentions d'achat qui sont positives. On a aussi beaucoup d'études qui s'intéressent à ce qu'on appelle le consentement à payer, c'est-à-dire le surplus en fait, de prix que le consommateur est prêt à mettre pour un produit. Et donc, toutes les études sur les produits écolabellisés montrent qu'on a un consentement à payer qui est non négligeable pour les produits écolabellisés avec des pourcentages qui varient en revanche d'une étude à l'autre. Et en fonction des catégories de produits et des consommateurs, bien évidemment. On a aussi d'autres études qui montrent que les consommateurs sont prêts à accepter des défauts, notamment dans des études sur les fruits et légumes bio, dans la mesure où ils sont justement labellisés comme bio. Donc ces défauts peuvent être plus acceptables que pour des produits conventionnels, voire même devenir finalement un gage de qualité. Le problème avec toutes ces études, c'est qu'elles sont en général conduites en laboratoire. Elles se font sur la base de déclarations, voire d'expérimentation, mais on n'est pas dans le contexte d'achat réel. Et quand on en vient aux achats réels, on a ce que beaucoup appellent un fossé attitude-comportement, c'est-à-dire que finalement ce que les personnes ont déclaré au moment des enquêtes ne se retrouve pas concrètement dans les achats. Donc là, si on reprend encore l'exemple des produits bio, on voit qu'on a un taux de pénétration de 94%, ça veut dire que 94% des ménages ont acheté au moins une fois dans l'année des produits bio, mais on a une part de marché qui n'est que de 4,3%, c'est-à-dire la part des ventes de produits bio sur la part des ventes de produits grande consommation est simplement de 4,3%.
à relativiser, sachant que la catégorie des produits bio est une des seules dans la catégorie des produits alimentaires à progresser de façon très importante. Donc, bien sûr, on pense à des facteurs de type prix, de type disponibilité des produits, habitude, arbitrage à faire. Mais donc les organisateurs du colloque m'ont demandé, moi, de me concentrer spécifiquement sur les relations consommateurs-écolabel qui peuvent être aussi un des facteurs explicatifs de ce décalage entre les attitudes et les comportements. Donc ça sera la partie principale de ma présentation. Donc les études qui s'intéressent à ces relations consommateurs-écolabel commencent par des facteurs qui pourraient tenir au consommateur lui-même. Sachant que là, on pense plus aux consommateurs individus, citoyens, qu'aux consommateurs acheteurs. Donc là, on dit, mais le premier point, ça peut être tout simplement les valeurs. Les valeurs, donc c'est un concept de psychologie, mais pour le présenter très simplement, c'est ce qui est vraiment fondamental pour vous dans la vie. Et les études font la distinction, ou l'opposition même, entre des valeurs qui sont plutôt de type universaliste et des valeurs qui sont plutôt de type individualiste. Donc les valeurs universalistes s'expriment par les préoccupations par rapport à l'environnement, par rapport au bien-être animal, par rapport à la terre que nous laisserons aux générations futures. Et les valeurs individualistes portent plus sur l'épanouissement personnel, le plaisir, etc. Donc un des facteurs pourrait être de dire, mais finalement, les valeurs universalistes sont peut-être surestimées et elles sont moins importantes que les valeurs individualistes. Un autre facteur qui est utilisé pour essayer de comprendre ce qui vient des consommateurs, c'est le fait qu'on ait une sensibilité générale à la durabilité qui augmente, mais une sensibilité concernant une catégorie de produits précise qui est plus difficile à cerner. Donc ça peut s'exprimer de deux façons. D'abord, on peut avoir une sensibilité à la durabilité qui va être de nature différente selon les catégories de produits. Pour certaines catégories de produits, je vais plutôt être attentif, par exemple, aux conditions de production, et pour d'autres catégories de produits, je vais être plus attentif aux conséquences sur l'environnement. Et on a un deuxième point qui est le fait que pour certaines catégories de produits, en particulier des produits plaisir, finalement, on a une faible science, c'est-à-dire la sensibilité à la durabilité n'est pas vraiment importante pour ces catégories de produits. À côté de ces éléments donc, qui concernent le consommateur, les études disent qu'on a aussi un problème typiquement de compréhension par le consommateur, à la fois du concept lui-même de durabilité et de la signification, plus précisément, des labels, qui sont donc les labels durables ou les écolabels, si on le voit au niveau plutôt environnement. Et donc, les études en général disent finalement, si on peut agir à la fois sur les valeurs et sur les questions de compréhension, on pourrait arriver à une meilleure utilisation des labels durables. On peut reprocher quand même à des études de ce type-là d'avoir une vision un peu classique et normative, c'est-à-dire il suffit finalement d'apporter de l'information et les attitudes et les comportements vont changer. En fait, on peut reprocher à ce type d'études de dire la compréhension ne suffit pas. Il faut bien sûr que les labels soient visibles, hein, c'est le sujet de la journée, mais il y a aussi la question de la confiance que les consommateurs accordent à ces labels. Donc ce sont ces deux points que je vais maintenant un petit peu aborder. Donc les questions de visibilité et de confiance dans les labels, elles vont être affectées par d'autres facteurs. Le premier facteur, c'est le nombre croissant de labels. Après, j'évoquerai la multilabellisation sur un même produit et les questions d'association label et marque. Donc la première question, c'est le nombre croissant de labels. J'ai ici
relever ce site qui est proposé par un cabinet canadien qui explique qu'on a plus de 460 écolabels dans le monde. Donc on a vraiment déjà une profusion d'écolabels. Et ça peut poser problème quand on a plusieurs labels sur un même produit. Donc là, j'ai pris l'exemple de petits fromages que j'aime beaucoup, les rocamadours, où on a dans la première image des rocamadours donc, qui ont uniquement l'AOP, donc qui sont des rocamadours fermiers avec la mention AOP. Dans le deuxième, vous avez donc toujours le rocamadour AOP fermier, mais avec le label européen bio. Et dans le troisième, vous avez toujours le même rocamadour fermier avec le label bio, mais aussi la marque AB, donc du ministère français, donc le label AB, sachant qu'une étiquette de rocamadour, c'est un petit peu ça, donc on voit les problèmes de lisibilité pour le consommateur que ça peut engendrer. Et le fait d'avoir plusieurs labels sur un produit, donc ça peut être positif dans la mesure où les labels sont perçus comme complémentaires, mais il faut être sûr que le consommateur les percevra comme complémentaires et que le consommateur ne les percevra pas comme redondants, voire concurrents ou presque opposés. Donc parfois, dans certaines études, on a des consommateurs qui nous disent « j'ai confiance dans ce premier label, mais je n'ai pas confiance dans ce deuxième label. » Donc finalement, si vous mettez ces deux labels sur le produit, ça va plutôt qu'augmenter la confiance, finalement la diminuer. Donc on doit vraiment se poser ces problèmes-là quand on veut apposer plusieurs labels sur un produit. Autre facteur, c'est l'association du label avec une marque. Donc là, on a deux questions qui peuvent se poser. La première, c'est la force relative de la marque par rapport à la force du label. Les marques qui sont très sûres d'elles, en fait, ne vont considérer le label que comme un plus et finalement ne vont pas lui accorder énormément de place, y compris sur le packaging. Alors que des marques qui, au contraire, ont moins de notoriété, ont une image qui est moins forte, vont beaucoup plus mettre en avant le label, voire créer une sous-marque, par exemple dans ce cas-là pour Carrefour, une sous-marque bio. Donc pour bien insister sur la mention bio, à la fois dans le nom de marque et avec le label AB et le label européen. Et le deuxième point concernant l'association d'un label avec une marque, c'est la question de la cohérence entre l'image que les consommateurs ont de la marque et l'image que les consommateurs ont du label. Et on a eu aussi dans certaines études des consommateurs qui nous disaient « je ne crois plus à ce label s'il s'associe à des marques d'entreprises multinationales dans lesquelles je n'ai aucune confiance ». Donc là aussi, on doit bien penser à la cohérence entre l'image qu'on veut donner au label et l'image de la marque à laquelle il est associé. Donc à partir de là, est-ce qu'on peut réfléchir à quelques préconisations ? Alors ça paraît vraiment très, très intuitif et c'était déjà bien dit dans le titre du colloque, hein, penser à la visibilité, à l'attractivité du label. Donc là, vous avez un exemple en magasin de mise en évidence du label zéro résidu de pesticides. On doit aussi bien être attentif aux questions de compréhension, donc ça c'était dit par les études, mais encore une fois, je pense qu'il faut surtout être attentif aux questions de confiance et ne pas peut-être limiter l'information donnée au rôle du label. On en discutait avant le début de la journée avec un des responsables de l'Ocavorium, ne pas sous-estimer aussi le rôle des personnes, que ce soit producteur ou le distributeur en magasin, qui va pouvoir expliquer justement ce que le label veut dire et en quoi donc, le consommateur peut faire confiance à ce label. Donc on aurait une vraie cohérence ici entre l'image et le message qui peut être transmis par ailleurs. Autre préconisation, bien sûr, ça a aussi été noté déjà par Julia, essayer de faire des progrès au niveau de la transparence. C'est souvent demandé par les consommateurs, mais là aussi c'est très difficile, je n'ai vraiment aucune réponse.
il y a le problème du niveau de l'information qu'on doit donner et de la nature. Donc là, par exemple, toujours dans le cadre des produits sans résidus de pesticides ou cultivés sans pesticides qui sont apparus depuis 2 ans, sur le site des producteurs cultives, donc on voit ces éléments-là, donc qui sont un plus au niveau de la transparence, mais on n'a pas de réponse encore sur la façon dont ça va être perçu par les consommateurs. Est-ce que finalement c'est de nature à augmenter leur confiance ou est-ce que c'est au contraire de nature à les inquiéter? Donc je n'ai pas de réponse sur ce point, mais on en aura peut-être dans la journée. Le deuxième point, c'est la cohérence de la démarche, parce que finalement, le packaging, ce n'est qu'un des éléments de l'offre. Dans des études, notamment sur les produits bio, on a eu des consommateurs qui nous disaient « Moi, je ne supporte pas l'idée qu'un produit soit labellisé bio, alors qu'il est emballé, voire suremballé, avec un packaging utilisant du plastique. » Donc, penser à toute la cohérence de la démarche derrière et pas simplement à ce qui est véhiculé par le label. Et puis, troisième point qui sera bien détaillé dans la journée, cet après-midi notamment, par Nature et Progrès, le fait de faire participer les acteurs en amont, justement, avant cette présentation par les labels. Voilà, donc en conclusion, juste quelques questions de nouveau. Finalement, est-ce qu'on ne doit pas non plus surestimer l'importance des labels? Donc là, je voudrais juste montrer encore une étude de Kantar, qui est une étude récente de 2018, montrant que finalement, le label n'intervient qu'en 7e rang dans les critères de choix des produits par les consommateurs. Donc on retrouve cette idée d'arbitrage au moment de l'achat. Découlant de ça, se pose la question de la multiplication des labels et des signaux donnés aux consommateurs. Donc je vous laisse vous amuser à compter le nombre de signaux qui sont là transmis aux consommateurs. Et voilà, il ne manque plus que le label bien-être animal. On en discutait ce matin avec Ghislain Soucolo qui va intervenir cet après-midi. Voilà, est-ce qu'il faut encore ajouter des labels? Donc Monsieur Soucolo peut-être donnera sa réponse cet après-midi, mais on voit que le consommateur est déjà noyé sous l'information. Finalement, comme question, on peut se demander que penser de ce fossé attitude-comportement dont on nous parle tout le temps quand il s'agit des études consommateurs. Je pense qu'on peut y répondre en pensant que le consommateur souvent va faire des arbitrages entre différentes dimensions de la durabilité. Et puis, il va faire aussi des arbitrages en tant que citoyen d'un côté préoccupé par la durabilité et consommateur, acheteur de l'autre avec d'autres préoccupations, en particulier financières. Donc ma conclusion, en fait, ce serait de dire, ça serait bien qu'on arrête de reprocher aux consommateurs l'incohérence de leur choix. Et je me suis permis de compléter un tout petit peu le sous-titre du colloque. Donc il faut bien sûr rendre visible la qualité agroécologique, mais il faut aussi, si on se met du point de vue des consommateurs, penser à la rendre plus attirante, plus compréhensible, plus convaincante, et puis aussi, même si ça dépassait le sujet de mon intervention, évidemment plus accessible. Voilà, merci de votre attention.